Dans la phase de l'amont, tout le monde a envie de réussir. Et je pense que le directeur des ressources humaines, il a un double rôle. Il a un rôle d'anticipation de ce qui va se passer après. Or, la plupart des gens dans la phase amont, ils sont dans l'excitation positive du fait qu'on va faire quelque chose d'intéressant. En plus, ça porte un nom de code un peu farfelu, rhubarbe, onde d'été, si c'est un projet chinois. Enfin, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Donc, il y a une espèce d'excitation en disant on va faire quelque chose d'extraordinaire qu'on ne fait pas souvent. Et donc, le DRH doit être celui qui doit avoir la capacité d'anticiper ce qui va se passer après et de rappeler aux gens que c'est pas un coup et c'est pas une opération, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Nous sommes les gardiens du temps d'une certaine façon par rapport à des tas de gens qui veulent avancer très vite pour faire quelque chose. Et puis la seconde dimension, c'est qu'il faut que le DRH commence dès ce moment-là à réguler ce qui va se passer ensuite. Je vais donner juste un exemple. Vous avez vu dans des opérations récentes, dans la presse, il y a systématiquement une surenchère sur les conditions d'emploi qu'on va assurer à la cible une fois que l'opération sera effectuée. 2 ans de garantie de l'emploi, 4 ans de garantie de l'emploi, 5 ans de garantie de l'emploi. Dans une entreprise qui passe pas à travers ce genre d'opération actuellement, personne ne garantit, vous êtes dans une entreprise, vous n'allez pas garantir à vos salariés que dans 5 ans, ils seront encore là avec les mêmes conditions d'emploi. Donc parfois, je ne dis pas que c'est le cas de l'opération que je n'ai pas citée, mais que vous connaissez tous, parfois il peut y avoir une tentation de surenchère. Et le DRH, à ce moment-là, doit se rendre compte que c'est lui qui va être le gestionnaire de la surenchère. Parce que quand il y a un aspect humain extrêmement important, comme le disaient Agnès et Samir, après on va se retourner vers le DRH en disant comment vous faites pour respecter les accords. Pour être tout à fait honnête, dans l'opération dans laquelle je suis impliqué aujourd'hui, il y a une clause de maintien de l'emploi raisonnable. Et la clause de maintien de l'emploi, néanmoins, tout le monde, toutes les parties prenantes, management, salariés, partenaires sociaux, avocats, banques, tout le monde vient voir en disant bon alors comment tu vas faire pour le tenir parce que c'est toi qui vas le tenir. Donc il faut anticiper et dès ce moment-là réguler en disant il ne faut pas se surengager, il faut trouver la juste mesure dans l'amont, dès l'amont, il faut trouver la juste mesure entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour que ça réussisse. Jean-Christophe, et je vous ai vu vous regarder avec Bruno sur le sujet des engagements, alors on pourra y revenir. Jean-Christophe, pareil, cette vision du DRH en amont et des enjeux qui se nichent dans le fait d'intervenir très en amont. On avait aussi, quand on préparait la table ronde, évoqué comment on fait très concrètement quand on est dans des grands groupes pour s'assurer qu'on a toutes les infos au bon moment. Oui, alors effectivement, moi j'ai vécu dans des grands groupes beaucoup d'années et qui, avec des modifications, on va dire, de périmètre importantes, soit d'extension, d'acquisition, soit de retrait, c'est-à-dire de cession. J'ai vécu toute la période de l'automobile quand j'étais chez Renault, où on s'est débarrassé de tous nos équipementiers. Avant, les équipementiers étaient des filiales des groupes. Ça a été les grandes évolutions de l'automobile qui s'est resserré sur son cœur business. Et puis j'ai vécu dans la chimie où là on vend une ligne de production, une molécule. Enfin là on se rapproche un peu de l'univers de la pharmacie d'ailleurs. Et donc les patrons se rencontrent et ils s'échangent des molécules, quoi. Voilà, donc là mais c'est des fourneaux qui font des réactions chimiques et qui, avec des bons procédés, font des très belles choses ensuite. Alors, pour revenir à nos questions à nous, c'est que, d'abord, une sortie de crise, c'est toujours un moment très fort en matière de M&A. Parce que les valorisations des actifs changent et il y a des opportunités, pour parler positivement, qui apparaissent sur les marchés et il y a des moments de consolidation des marchés. Donc très clairement, la période d'aujourd'hui, c'est une période qui est, et ça va durer je pense un certain temps, qui est très propice à ces modifications de périmètre et à ces opportunités qui apparaissent. Donc il faut être très vigilant. Deuxion, pour revenir à la question de la RH et comment dans l'anticipation, parce que là on parle de l'amont, c'est que je dirais 2 choses. Petit 1, pour les salariés, ces cessions, Agnès l'a dit, c'est des, comme me disaient des Chinois, de toute façon, il me dit, c'est forcément un problème pour nous. Même si on leur dit, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, etc. Donc, il faut quand même se dire qu'a priori, c'est des problèmes. C'est perçu comme des problèmes par les gens. Alors, comment mitiguer ça, comme on dit ? C'est-à-dire comment arriver à... Bon, moi, finalement, à force d'expérience, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, personne n'aime les douches froides. On n'aime pas les douches froides. Quand un truc tombe comme ça, il faut se mettre à la place des gens, c'est très dur.
Voilà. Même si après, ça ne sera pas forcément si dur que ça. Mais en amont, la crainte, c'est que ça soit très dur. Et du coup, pour qu'il n'y ait pas de douche froide, il faut, comment dire, préparer les esprits. Pas facile, préparer les esprits, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a les entreprises cotées, les marchés, les délits d'initiés, tout ce qu'on veut. Donc, en fait, préparer les esprits, c'est avoir une stratégie très claire, de long terme du groupe, où les gens savent, en fait, quelle est la direction qu'on prend. Parce qu'après, quand l'opération intervient, si c'est fidèle, ça s'inscrit dans une direction donnée, ça paraît, non pas la bonne nouvelle, mais les esprits ont été préparés. Je prends l'exemple de l'automobile, parce que j'ai vécu ça 15 ans chez Renault. Progressivement, on a cédé la filiale qui faisait les pistons, les soupapes, etc. Mais la stratégie avait été annoncée de manière très très claire à longtemps, de dire, nous, notre métier, c'est d'assembler des voitures. On les conçoit, on les assemble, on les fabrique et on les vend. Par contre, on assemble des choses qu'on va acheter. Donc ça, c'était une stratégie de très long terme. On n'était d'ailleurs pas la seule à l'avoir, mais selon les constructeurs, ça s'était fait à des vitesses tout à fait différentes. Donc, avoir une stratégie bien donnée. Dans la chimie, on l'a vécu aussi, c'est de dire à un moment donné, chimie de commodité, chimie de spécialité. Par exemple, on veut faire de la chimie de spécialité. Donc, ce qui fait que quand un jour on vend une activité dite de commodité, il y a, je dis pas que c'est pas une bonne nouvelle, mais simplement l'état d'esprit s'est fait. Et la troisième chose que je voudrais dire pour finir sur le DRH, alors il y a des cas heureux où c'est bien organisé, où ça se passe bien, et le DRH il est au courant tôt parce qu'il est au COMEX, parce qu'on se dit des choses. Enfin, il y a des fois des choses où le DRH il sait pas. Donc et c'est vrai qu'il arrive que les équipes de M&A travaillent un peu en chambre, si je puis dire. Je critique pas, simplement elles préparent leur truc. Et donc, pendant un certain temps, la crainte, c'était de monter dans le train trop tard pour pouvoir pas donner un certain nombre d'inputs extrêmement essentiels qu'il faut donner en amont. Et donc, moi, alors, c'est un truc, ce que j'ai commencé à faire, mais ça remonte à un certain nombre d'années, avec les M&A, j'attendais pas qu'ils viennent me voir. En fait, on avait un rendez-vous mensuel dans l'agenda, et on disait, je prends pas de notes, mais tu me racontes tout ce que tu as dans tes cartons, toutes les opérations avec tous les noms de code, etc. Et du coup, j'étais très très en amont, je prenais pas de notes, donc j'avais tout dans ma petite tête, mais néanmoins, si j'avais des warnings à donner, il y a certaines activités, notamment sur le plan social, où le M&A ne le voit pas du tout. Et donc, ça permettait de mettre un input très tôt. Mais j'attendais pas qu'ils viennent me voir, j'anticipais, et on avait notre rendez-vous mensuel, et ça a beaucoup amélioré l'anticipation. Ok, merci. Alors Bruno, on a dit beaucoup de choses. Alors la DRH d'anticipation en mode rendez-vous mensuel impératif avec le M&A. Le sujet du DRH qui vient là aussi, puisque derrière c'est lui qui va devoir piloter tout ça, s'assurer que les engagements, les prises de position soient raisonnables, pilotables dans les faits. Et avec tout ce qu'évoquaient à la fois Denis et Jean-Christophe, d'enjeux de communication en amont aussi, jusqu'où on peut aller d'ailleurs dans une communication en amont. Vos commentaires sur tout ça ? 2-3 commentaires rapides. La première, c'est qu'il y a différentes cibles de communication. Rappelez-vous, regardez la façon dont Veolia a annoncé d'emblée, alors que l'opération était perçue à l'époque comme hostile, qu'il y aurait X% de membres, de comité exécutif de Veolia sera ouvert à des membres de Suez, en annonçant d'emblée un pourcentage extrêmement significatif pour créer les conditions. Ça s'adressait évidemment aux équipes dirigeantes. Regardez la façon dont de plus en plus souvent on procède à des audits managériaux extrêmement complets, on en a conduit beaucoup, pour permettre de co-construire le projet futur, qu'on va bâtir avec les équipes, y compris de la cible. Ça fait partie maintenant des nouveaux outils dont on se dote pour créer une dynamique de dédramatisation des enjeux du deal. Sur le management de proximité, c'est extrêmement important aussi de faire tous ces efforts, ça a été dit et redit. Culturellement, managérialement, c'est là-dessus que ça échoue. Est-ce que je fais ou pas des ateliers pour comprendre comment fonctionne l'autre, ou est-ce que j'ai le sentiment que d'emblée, mon modèle culturel a vocation à s'imposer à l'ensemble des partenaires. Une anecdote en passant. Ça, pour le coup, c'est ancien. Air France KLM. Le choc entre la grande compagnie nationale française et la grande compagnie hollandaise. Tout était écrit pour que ce soit le drame. Je me rappelle qu'à l'époque,
Jean-Cyril Spinetta, président d'Air France, et Pete Sanders, le patron de KLM, avaient travaillé tous les deux dans des ateliers avec leur top management, une fois que l'opération était engagée, pour qu'ils se découvrent, qu'ils se comprennent, y compris en se moquant de ce qu'était la culture française et la culture batave, pour créer les conditions. Cette dimension culturelle, je le dis, elle a été un peu perdue de vue par les équipes au fur et à mesure qu'on progressait dans Air France, KLM, etc. Et aujourd'hui, une des grandes parties de la difficulté de l'entreprise, c'est qu'elle a perdu cet état d'esprit de construction d'une culture commune. Donc voilà, je ne te vois pas plus, ça fait partie des incontournables aujourd'hui de la réussite d'une opération. Et puis il y a les engagements auprès, effectivement, des cœurs des salariés et de leurs représentants. C'était très intéressant dans les opérations récentes. La danse du ventre que font les repreneurs, y compris avec l'appui de structures comme les nôtres, pour expliquer qu'ils sont les meilleurs, qu'il faut vraiment les choisir, ça fait partie des incontournables. Sauf que la réalité des partenaires sociaux, qui ont parfaitement décortiqué ce jeu de rôle, et qui l'utilisent et qui s'en servent, c'est de dire, ok, là, on est aujourd'hui, on est très beau, vous êtes tous envie de nous séduire, vous avez des promesses, parfois même des surpromesses, mais moi je demande deux choses. Et ça, on l'a vécu concrètement, on te pique dans les opérations récentes. Montrez-moi la cohérence entre votre promesse sociale et la dimension du projet industriel et les marges que vous comptez développer et renforcer. Montrez-nous la cohérence. Et croyez-moi, les experts des comités d'entreprise ont tout à fait la capacité à vérifier la pertinence du propos. Bonjour la surpromesse et ses conséquences. Et le deuxième élément, c'est de dire, c'est vachement bien de nous faire des promesses alors que vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes la meilleure option. Mais quel est votre track record passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, dans les opérations que vous avez faites? Et là, il y a quelques opérations vérités qui peuvent être très cinglantes, ou à l'inverse, quand on a une culture très forte des conditions dans lesquelles on gère cet actif humain, qu'on a pratiqué, qu'on a intégré, à ce moment-là, évidemment, la réalité, voilà. Donc je dis, c'est deux des indications qui permettent à la fois d'éviter les surpromesses, mais aussi de revisiter au crible de ce qui s'est passé précédemment les engagements. Et quand dans la tête des CEO, progressivement, et des comités exécutifs, on prendra mieux conscience que la façon dont on agit aujourd'hui sera déterminante sur la capacité de demain à nouer des nouvelles opérations, etc. Parce que je crois que c'est vers ça qu'on va. À ce moment-là, évidemment, ça vient renforcer ce qui pour moi est vraiment une bonne nouvelle, c'est la capacité à faire des enjeux humains, du volet humain, un élément structurant de création de valeur, y compris dans la durée, y compris de valeur économique et pas seulement de valeur sociale. La fameuse conciliation de ces deux enjeux de performance. Denis, quand on préparait la table ronde, vous disiez il y a un point qui est quand même important et qui vient complexifier tout ce qu'on se dit dans la communication aux syndicats, enfin, aux représentations du personnel comme aux collaborateurs, c'est qu'il y a un niveau de technicité, de complexité qu'on a clairement augmenté dans les opérations financières, et donc arriver à rendre intelligible, c'est déjà un premier obstacle. Et vous le ressentez pleinement. Effectivement, quand vous lisez la documentation sur une opération financière, j'ai vécu une restructuration financière, et puis actuellement il y a la documentation sur l'OPA dont nous sommes l'objet. Vous avez une technicité qui est insupportable pour la plupart des gens. Et assez paradoxalement d'ailleurs, elle est aussi insupportable pour toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte sur toutes les opérations que j'ai menées aussi bien en M&A qu'en restructuration financière, d'un côté ou de l'autre en M&A, c'est que en fait, le directeur financier a une vue très financière et ne maîtrise pas forcément tous les sujets parce que ça devient extrêmement pointu et difficile. Et il y a un moment où il ne maîtrise plus le sujet. Le secrétaire général ne maîtrise pas non plus forcément tous les sujets parce que c'est en dehors de son champ de travail habituel. Et nous avons en face de nous toute une série d'intervenants extérieurs. Nous avons des banquiers conseils, nous avons des avocats, nous avons un avocat par spécialité. Je suis retrouvé dans certaines opérations avec 7 avocats. Enfin, 7 cabinets d'avocats, chacun couvrant son silo, mais ne couvrant pas le silo d'à côté. Et puis, très sincèrement, dans la plupart des opérations dans lesquelles j'ai été amené à intervenir, le volet social n'existait pas. C'est-à-dire que pour tous nos conseils, en fait, nos conseils considéraient que le volet social est quelque chose qui venait après ou dont on était obligé de traiter, mais qui n'était pas primordial. Pour une simple raison, c'est que vous le savez sans doute, en France, dans ce type d'opération, le droit boursier prévaut sur le droit social. C'est le seul domaine sur lequel, et j'en suis rendu compte, c'est le seul domaine sur lequel le droit boursier prévaut sur le droit social. Donc en termes de procédure et de déroulement et de calendrier, c'est le droit boursier qui compte.
Après, en termes de mise en œuvre et de conséquences, le droit social revient, mais il y a un twist, il y a quelque chose de complètement différent de la plupart des opérations que nous vivons en tant que DRH, où c'est nous qui donnons le calendrier. Éventuellement, maintenant, il est préfixe, c'est très bien, mais c'est notre calendrier. Et en fait, là, c'est le calendrier du droit boursier, et c'est extrêmement difficile à comprendre, y compris pour des partenaires sociaux qui disent « Mais pourquoi vous me demandez 4 semaines pour rendre un avis sur une EPA ?» Passage, pourquoi vous me le demandez le 28 juillet alors qu'on pourrait attendre le mois d'octobre. Donc vous avez parfois une petite tension aussi de conviction. Par rapport à ça, la complexité est telle que le DRH, à mon avis, est l'un des rares à avoir une vue globale. Et c'est celui dont le rôle dans l'opération en tant que tel doit être d'amener l'ensemble, y compris de ses collègues du comité de direction, à accepter d'avoir une vue globale et pas forcément une vue d'expert. Parce que quand vous êtes un expert, vous réfugiez dans votre expertise et puis vous dites je vais surtout pas aller à côté parce que je risque de pas comprendre ou de montrer que je comprends pas d'ailleurs. Donc c'est le seul à avoir une vue globale et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc le premier aspect, c'est donc de garder cette vue globale et d'essayer de garder, ça rejoint ce que je disais sur l'anticipation tout à l'heure, en ayant cette vue globale et un peu en retrait parce que l'humain est important mais l'humain n'est pas forcément au centre des préoccupations, ça permet de bien jouer, de bien fédérer, de bien pouvoir expliquer ce qui va se passer. La deuxième dimension, c'est qu'il faut traduire en termes très simples pour toutes les parties prenantes ce qui est écrit d'une façon extrêmement sibylline par des experts. Quand vous lisez un communiqué de presse boursier, vous ne comprenez pas, enfin la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il y a derrière, ne comprennent pas forcément les mots d'abord, et ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Donc on a tout un travail de traduction à faire, y compris pour nos collègues du comité exécutif. J'ai fait des sessions d'explication sur certaines opérations avec les membres du comité exécutif pour leur dire voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se passer. Parce que nous ne sommes pas les spécialistes, donc on peut dire avec les mots de tout le monde ce que les spécialistes disent avec leurs mots. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il faut le faire avec les salariés, il faut le faire avec le management intermédiaire. Parce que j'ai vécu dans des opérations industrielles, vous pouvez avoir à un moment ou à un autre une usine qui diverge parce que le patron de l'usine n'a pas compris. Et le patron de l'usine n'a pas compris, ça m'est arrivé, le patron de l'usine n'a pas compris, ses équipes ont divergé, les partenaires sociaux ont divergé, même si au centre on leur disait qu'il fallait faire de telle ou telle façon. Et alors pour ramener dans le courant central quelque chose qui a divergé, vous savez tous que c'est juste l'enfer, quel que soit le sujet. Donc il faut vraiment avoir ce travail d'explication, de communication partout. Et ça me paraît extrêmement important et nécessaire, et nous sommes les seuls en tant que DRH à pouvoir le faire. Ensuite, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des conseils extérieurs. C'est-à-dire que dans les opérations que je considère comme ayant été réussies, nous avons été amenés à demander à des gens, à des cabinets de conseil en l'occurrence, en ressources humaines, d'avoir le même travail de clarification, d'explication pour l'ensemble des partenaires sociaux. Que ce soit au niveau européen, on est amené à demander à des sociétés comme New Bridges d'intervenir et d'expliquer dans la culture. Bruno on parlait de culture, c'est extrêmement important. Il faut que vous imaginez bien la réaction de mes salariés allemands par rapport à un projet d'OPA déposé par un consortium emmené par Volkswagen, ancien propriétaire d'Europecar il y a 15 ans. Mes partenaires sociaux allemands m'ont dit « Maman nous ramène à la maison », littéralement. Donc il a fallu expliquer que c'était pas tout à fait comme ça. Mais donc il faut pas hésiter à s'appuyer sur des gens, reconnaître qu'on ne sait pas forcément tout faire et que les gens nous croient, mais vont pas nous croire totalement. Donc il faut s'appuyer sur des partenaires et des sociétés de conseil et permettre aux partenaires sociaux de développer et d'avoir leurs propres experts de leur côté dans le processus. Et je pense qu'on... Pardon. Non, allez, je vous interromps effectivement, Denis, mais on rebouclera. Une posture de direction exigeante, mais effectivement, tout le monde hochait la tête sur ces notions de vision globale que le DRH peut avoir. Évidemment, roi de transmission et de communication, y compris au sein de son comité exécutif. Agnès, je vous voyais hocher la tête. C'est comme ça que vous le vivez. Justement, parce que tu reviens sur la communication. C'est quand même très délicat, la communication, parce que vous avez d'un côté l'équipe dirigeante, enthousiasmée, qui a envie d'avancer, qui voit tout le bienfait de l'opération, et la personne, en tout cas le corps social avec lequel vous devez travailler, ils n'ont que la peur, en gros. Donc vous naviguez en fait entre deux mondes extrêmes toute la journée. Je pense que ça s'appelle DRH, ça. Exactement.
Et sur la communication, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la culture d'entreprise, mais aussi je pense que, en tout cas l'enseignement, hein, modestement j'en ai tiré, il ne faut pas hésiter non plus à établir une stratégie de communication qui finalement diffère un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, sur l'opération précédente, ce que je ne voulais surtout pas dès le départ, à ce qu'il y ait des messages qui soient cascadés par les différentes personnes. Parce que vous avez affaire à la fois des délégués syndicaux centraux, vous avez aussi les IRP locales, et vous avez aussi middle management, le patron d'usine et les collaborateurs. Et ce que, effectivement, qu'on avait établi dès le départ, c'est de dire on passe le même message à tous ces corps différents. On va empêcher à ce que justement la personne A qui transfère le message, parce qu'il y a forcément une perception qui se rajoute. Et du coup, on s'est retrouvé, même ne serait-ce que la première semaine, 3-4 versions différentes sur l'opération. Donc je me suis dit, mais d'où ça sort, ces versions? Et à ce moment-là, on a très vite corrigé en disant, non, on dit la même chose à différentes instances. Et ça, c'est une tentation, parce que forcément, les questions et les intérêts sont différents. Et il faut rester, enfin en tout cas, je pense qu'il faut rester cohérent par rapport à sa stratégie de communication. Samir? Moi, je suis complètement d'accord avec Agnès. Je pense que on l'a évoqué plusieurs fois, il y a la notion de peur du salarié, et je pense que l'objectif, on parle de volet humain, et je pense que bottom line, le sujet, c'est le salarié qui, quand il rentre chez lui le soir, se dit tiens, mon entreprise est en train de se faire racheter, ou elle est en train de racheter. Et en fait, le sujet se réduit à quelque chose d'assez simple. En fait, vous avez une entreprise A, une entreprise B. La question, c'est A plus B égale A plus B, A plus B égale A plus B égale B, ou A plus B égale C. Donc à la fin, c'est qu'est-ce qui va rester de cette opération. Donc vous avez effectivement, quand je parle de A plus B égale A plus B, on a pas mal de clients aujourd'hui qui sont dans une dynamique de croissance externe en rachetant des entreprises à tout bras. Je pense à des labos de biologie médicale, dans l'intérim, même dans le luxe, où vous empilez les structures. Et en fait, le seul sujet, c'est l'organisation, le pilotage de ces structures au niveau RH, au niveau comptable. Il y en a certains qui ont mis en place un CSP qu'on a accompagné et qui, finalement, intègre quasiment en mode plug and play chaque société qui rentre. Ça, c'est le modèle le plus simple. Et puis après, il y a un autre modèle, évidemment, c'est la question de qu'est-ce qui va rester de cette opération, quelle est la structure qui va rester. Et ça crée beaucoup d'angoisse chez le salarié, à plein de titres. Et donc, il y a cette question, effectivement, fondamentale de la culture du salarié, la culture de l'entreprise. Je pense que, désolé avec ces stats, mais 40% des deals qui n'aboutissent pas pour des raisons culturelles. C'est-à-dire que c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a une incompatibilité de culture d'entreprise. Et ça appelle quelque chose de très fort chez le salarié. À part parler de plan de communication, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que va devenir son entreprise, celle auquel il croit, celle qui a des valeurs auxquelles il croit depuis des années. Et je pense que c'est l'organisation, et c'est en ça que derrière le projet en amont, le projet industriel, doit se transformer en quelque chose, en un projet de groupe auquel on doit adresser à la fois les salariés, effectivement, la structure A et la structure B, pour que derrière ça puisse prendre, parce que sinon, le salarié reste avec ses angoisses. Et ça me paraît, si c'est pas fait efficacement, ça me paraît insurmontable. Ouais. Jean-Christophe, et les angoisses des représentants du personnel, alors, on les gère comment spécifiquement? Et je veux bien que vous puissiez revenir sur les propos de Denis, sur les enjeux de complexité technique, parce que j'imagine que du coup, dans les échanges avec les IRP, ça c'est forcément quelque chose qu'il faut avoir travaillé bien en amont pour être prêt dans cette DRH d'anticipation quand le projet arrive. Oui, en fait, ces opérations, et on reviendra sur la question des engagements, parce que ça a beaucoup d'effets. Bien sûr, bien sûr. Mais l'important, c'est quand même qu'il y ait un sens, que ce soit compréhensible, mais il faut qu'il y ait un sens business économique. On est quand même dans un univers économique. Donc, il faut arriver à montrer que les opérations vont être des opérations qui vont créer de la valeur, et que, mais pas seulement dire ça va créer de la valeur, il faut quand même arriver à démontrer ça. Donc, et c'est d'ailleurs plutôt le bon effet des dossiers qu'on prépare pour les instances européennes, voire mondiales, et puis en général, comme l'a dit Agnès, on essaie d'avoir un fort alignement du discours, mais ça oblige ceux qui ont bossé sur nos dossiers de concertation sociale, pour prendre un terme générique mondial, il faut qu'ils puissent être compris par des
représentants du personnel de pays, parce que souvent les opérations sont transnationales, donc on essaie d'avoir un dossier aligné, mais aligné pour des gens qui ont des cultures qui ne sont pas alignées. Donc on a un boulot un effort extrêmement important de clarté et de lisibilité et de sens. Et là, c'est là qu'on joue un rôle important, parce que nous, qui allons être la figure de proue quand même de ces dossiers, on va obliger nos amis, pour qui il y a des choses évidentes, de dire non, attends, c'est pas du tout évident le truc. Et le gars, effectivement, pris peut-être par l'enthousiasme ou par quelques chiffres et quelques tableaux, dire voilà, mais non, c'est pas du tout évident, et il va falloir faire un gros boulot de. Moi, j'ai eu, enfin, je sais pas, quand j'étais à l'automobile, un jour, on a décidé de fermer une usine en Belgique, ça fait beaucoup de bruit, ça s'appelait Vilvoorde. Bon, il y a eu, enfin bon, c'est très instructif, mais ce que je veux dire par là, on était obligé de reprendre notre copie suite à un certain nombre de péripéties, et il a fallu un énorme boulot pour aller redémontrer que l'usine qui fermait là, les bagnoles, il n'y a plus d'usine, donc elles étaient fabriquées ailleurs, à quel coût, etc. Donc on a eu un très gros travail de construction d'un dossier compréhensible. Et effectivement, le DRH, moi j'avais envie... Enfin, bon, dans une boîte où j'étais il n'y a pas très longtemps, le patron, le CEO me disait « Toi, tu es le seul au siège qui voit des ouvriers à longueur de journée dans la boîte. » Enfin, au siège. Parce que j'étais au siège, mais j'étais aussi sur le terrain. Et du coup, non mais quand on voit des ouvriers, ben, on est habitué à trouver les mots. Enfin, on le fait presque de manière un peu mécanique, parce qu'on sait que pour être compris, il faut faire un très gros effort. Donc, l'input que j'ai, enfin, petite valeur ajoutée, en tout cas, c'est ce que me disait le patron, c'était toi, s'il te plaît, t'es payé pour. Il me disait, toi, t'es payé pour amener la voix de l'ouvrier au QG. Mais derrière ça, c'était. Tu as une espèce par ta proximité, tu vas anticiper, tu vas savoir les mots qui vont bien et les mots qui ne sont pas compréhensibles. Et je ne parle pas que des ouvriers français, parce qu'il y a les Américains, les Chinois, les Brésiliens, c'est tous ceux qu'on côtoie dans les entreprises. Le deuxième truc que je voudrais dire sur les engagements, c'est très très important. Je me suis trouvé souvent avec des demandes de prendre des engagements. Il y en avait de deux domaines. L'emploi, Bruno en a parlé tout à l'heure, et une compensation financière. Vous nous vendez, on aimerait bien avoir un chèque bye-bye. Très honnêtement, évidemment qu'on est pour sauver l'emploi, évidemment on est pour que les gens aient du pognon, parce que, bon... Mais en fait, je me suis dit à chaque fois, si je lâche ça, quel est le sens qu'il y a derrière ? Si je dis « je garantis l'emploi 5 ans », ça veut dire qu'il y a des risques en matière d'emploi. Le message que j'envoyais, c'est de dire « oui, peut-être que vous êtes protégé 5 ans, mais 5 ans plus un jour, là, je peux plus rien vous dire, mais si on l'a mis, c'est qu'il y a un problème. » Le fric, c'est pareil. J'ai toujours refusé les bonus de sortie, parce que je me suis dit, le message qu'on dit, c'est quoi ? C'est que vous y perdez, et qu'on vous compense financièrement une perte, forfaitairement, etc. Alors que tout le message du sens, c'est de dire on va créer de la valeur grâce à votre boulot, donc vous n'allez pas y perdre, vous allez y gagner. Parce qu'effectivement, vous cédez à une entreprise qui a les moyens d'investir, alors que nous, ce n'est pas notre core business, et qu'on ne saura pas investir, et donc à terme, vous y perdrez. Donc effectivement, sur les promesses, en plus, ce n'est pas toujours ceux qui ont pris les promesses qui seront là 5 ans plus tard pour voir si elles sont, etc. Mais les mecs, ils sont pas cons en face, ils te disent, mais attends, ok, tu vas l'écrire, etc. Donc, je me suis dit, attention aux promesses dont le message implicite est un message négatif. Je te garantis l'emploi parce qu'en fait, il y a des risques en matière d'emploi. Je te donne du fric parce qu'au niveau statut social, tu risques d'y perdre. Donc ça donnait des messages qui finalement étaient plutôt anxiogènes, qui venaient un peu contrecarrer le message général qui était de dire on est là pour faire une affaire qui va créer de la valeur pour tout le monde. Pour nous qui vous cédons et pour vous parce que vous allez vous retrouver dans un univers qui saura investir sur vous. Voilà. Ok. Bruno, je vous repasse la parole. On va avoir 5 minutes pour des questions, donc s'il y en a dans la salle, préparez-les. Bruno. Moi, j'ai
Je rebondis là-dessus, parce qu'en Oui. fait, quand on parle sur les engagements, qui est l'élément clé dans la phase d'une opération, je crois qu'il y a 3 types d'engagements. Il y a les engagements, j'y reviens pas, qui s'adressent aux équipes dirigeantes, aux managers en général, sur la manière dont on va procéder. Il y a tous les engagements sur on va construire une culture nouvelle, c'est pas A qui bouffe B, c'est bien A plus B qui va faire C, vers lequel il faut tendre, etc. Et puis il faut être crédible là-dessus et le démontrer. Puis après, il y a des engagements plus concrets sur lesquels se structurent, se focalisent les termes de la négociation. Et là, je suis vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit. La garantie d'emploi, ça fait partie des standards. Aujourd'hui, c'est assez incontournable parce que ça permet de dire le temps qu'on se réorganise, on ne touchera pas l'emploi. C'est comme ça qu'on le présente en tout cas. Il y a une phase où on va construire ensemble. Dans cette phase-là, le temps qu'on crée de la valeur grâce au projet, on vous garantit l'emploi. Et après, la vraie garantie, c'est la qualité du projet qu'on mène. Sur le partage de la valeur, je suis absolument d'accord, et c'est ce qu'on fait en tout cas dans les entreprises qu'on accompagne, c'est la voie qu'elles retiennent, c'est cette idée de... On va partager, on peut aborder ce sujet de la création de valeur, parce qu'il fait partie des standards qui sont difficiles à évacuer, mais on va le construire ensemble à partir de la valeur que le projet va créer, beaucoup plus qu'en dans des logiques rétrospectives, je fais le chèque départ. Ça me semble effectivement inapproprié. Mais en même temps, compliqué d'éluder complètement le débat sur comment on va associer le corps social à la création de valeur sur laquelle on se projette dès lors qu'elle ait lieu. Et on en profite pour faire le lien, évidemment, avec les enjeux. Nous, notre politique d'actionnariat salarié très développée, nous, c'est plutôt la participation à l'intéressement et comment on organise l'harmonisation progressive, la cohérence des dispositifs pour, j'allais dire, voilà, ne pas tomber dans le piège de l'alignement par le haut, mais en même temps, construire le chemin, j'allais dire, qui va permettre de progressivement de rapprocher les statuts et les conditions d'emploi. Donc c'est vers ça qu'il faut effectivement construire, mais en même temps, la grande difficulté évidemment, c'est de trouver un récit crédible, d'une qualité, et je termine par ça, parce que tout ça ne trouve sa valeur, sa pertinence, que si vous avez su partager à des salariés profondément inquiets, y compris ceux qui reprennent, il ne faut pas se leurrer. Il y a l'excitation des équipes dirigeantes, puis il y a le dessous, ceux qui reprennent. C'est comment je crée au niveau de ce corps social un récit qui, par sa précision, par la manière dont il s'adresse aux gens, effectivement, par la manière quand même dont le management de proximité, dans un deuxième temps, dans un premier temps, il faut la cohérence dont vous parliez Agnès, mais dans un deuxième temps, il faut que ce soit vraiment le patron de l'équipe avec ses mots qui explique à son équipe ce qu'il pense du projet. Et ça se prépare aussi. C'est ça qui permet effectivement de créer le sens, etc. Le contexte global dans lequel l'opération va bien se passer. Voilà. En résumé, pour moi, c'est autour de ça que ça se cristallise. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas plus que ça. Alors, si, allez-y. Il y a un micro qui vous est passé. Merci. Bonjour, Laurent Gross, ex-Accor-Invest. Je suis passé par là aussi parce que j'ai vécu le spin-off d'Accor en 2 entités. Et il y a une dimension qui, moi, m'a frappé dans ce que j'ai vécu, que vous n'avez pas abordé, ou en tout cas pas explicitement, c'est la dimension confiance. Confiance dans les équipes, confiance effectivement dans la crédibilité des messages. Comment on peut quels sont pour vous les facteurs qui vont permettre de maintenir ou d'obtenir cette confiance ? Jean-Christophe, il sait comment on fait pour avoir la confiance. Non, je sais. Non, la confiance, c'est le truc invisible qui fait qu'à un moment donné, quand on dit quelque chose à quelqu'un, on n'a pas besoin de lui démontrer. Pour résumer. Bon. Et ça, on voit bien que c'est pas, ça n'a rien d'évident. C'est aussi la notion de track record qu'évoque je Bruno. Je vous donnerai 3. Moi, j'ai pas mal réfléchi, notamment dans la question, pas seulement dans la question des équipes de management, mais également avec les représentants du personnel, parce que bon, c'est presque un peu plus difficile quand même. Ils sont bon. Et moi, je disais, je l'ai un peu élaboré, y compris dans la politique relations sociales du groupe. Je disais, gagner la confiance et la garder. Il y a 3 piliers. La transparence, la plus grande possible, modulo droit boursier, pour faire transparence. C'est courir des risques à la transparence, mais on est quand même gagnant. 2, l'anticipation, on l'a évoqué tout à l'heure, pas de douche froide. Les petits cailloux dans la tête des gens, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance, et bien travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'à un moment donné, le truc, quand ça va arriver, ça ne sera pas la guillotine ou la douche froide qui vous tombe sur la figure. Donc, comment construire des petits cailloux sur le chemin ? Moi, j'appelais ça, avec les managers, ils comprenaient la technique des petits cailloux. Bon, l'anticipation. Et 3, on en a quand même un petit peu parlé indirectement, le respect des engagements acquis, pris. La confiance naît du respect des engagements pris.
Et si sur un de ces 3 piliers, on déconne, peut-être que l'opération va la réussir, celle-là, mais attention à la prochaine. Samir, tu voulais ajouter quelque chose? J'avais l'impression, mais sinon... Non. En fait, ça questionne aussi, je pense que le collaborateur, il comprend bien les synergies qui existent par ces opérations de M&A. En revanche, il ne comprend pas toujours son rôle, le rôle qu'il va avoir dans la structure. Et je pense que, je ne sais plus qui c'est qui parlait de manager, je pense que le manager, il a un rôle fondamental dans ce... Parce que, évidemment, c'est l'intermédiaire avec les équipes. Et je pense qu'il faut que... C'est l'occasion, c'est une formidable opportunité de transformation, d'aller vers, finalement, de se reposer la question du rôle du collaborateur dans l'équipe. Alors nous, on travaille beaucoup avec les équipes RH. Donc, dans le cadre de ces projets M&A, nous, on travaille avec les équipes RH et on travaille à leur réorganisation, à leur transformation dans le cadre de ces projets. Et en fait, la question, la réussite aussi de ces projets, c'est de faire percoler le projet et que chacun, en fait, dans son service, comprenne quelle est l'opportunité, au-delà des opportunités financières qui peuvent exister, mais quelle est l'opportunité en termes de job, en termes d'expertise, en termes de développement, que peut représenter ce projet-là. Et à partir de là, je pense que ce contrat de confiance, il peut exister aussi à ce niveau-là, parce que à la fin, évidemment, le collaborateur, il s'interroge sur son propre sort au sein des structures. Ouais. Oui. Très bien, merci beaucoup. On est arrivé au bout de notre temps. Merci beaucoup à tous pour cette table ronde passionnante. Merci à vous pour votre écoute.